Province d'Uruzgan, sud de l'Afghanistan, été 2007. 50 degrés sur la tôle. Au bord d'une piste qui serpente entre les rochers, un blindé est immobile depuis 4 heures. Aucun moteur, aucune silhouette. Seule une tige métallique dépasse des buissons, fine comme une branche morte. Au bout de la tige, un œil. Et dans la machine, un sous-officier néerlandais regarde sur son écran 3 hommes armés descendre du col, à plus de 1000 mètres. Il les voit parfaitement. Eux ne le verront jamais. Son ordre est sans ambiguïté, et c'est ce qui rend la scène absurde. Il a l'interdiction formelle de tirer. La machine s'appelle Fennec, comme le petit renard du Sahara aux oreilles démesurées, celui qui survit dans le désert non pas en attaquant, mais en écoutant. L'ingénieur allemand qui a proposé ce nom dans les années 90 savait exactement ce qu'il faisait. Il ne baptisait pas un char, il baptisait une doctrine. Reculons la caméra. Le sous-officier est assis dans un véhicule à 4 roues, blindé, peint en sable, haut de moins de 2 mètres. Pas de tourelle, pas de canon. Une mitrailleuse sur le toit, presque pour la forme. À ce moment précis, en cet été 2007, à quelques centaines de kilomètres plus au sud, dans la province voisine, un blindé français parcourt une autre piste. C'est un AMX-10 RC. Il pèse 16 tonnes, monte un canon de 105 mm et ses équipages reçoivent un ordre exactement inverse. Voir, identifier et frapper. 2 machines européennes sur le même théâtre, à la même semaine. 2 philosophies qui se tournent le dos. C'est l'histoire d'un pari. Un pari fait par 2 nations moyennes d'Europe au moment où le mur de Berlin venait de tomber. Le pari qu'au XXIe siècle, l'éclaireur ne devait plus jamais se battre. Qu'il devait devenir un capteur. Un fantôme avec des yeux. Un renard avec des oreilles. Les Français ont fait le pari inverse. Et personne, en ce moment précis, ne sait lequel des 2 a raison. Retour au Fennec. La mitrailleuse de 12,7 que les Allemands ont fixée sur leur version, mais pas une arme d'attaque. C'est une arme de fuite. Les Néerlandais, eux, ont choisi un lance-grenade automatique de 40 mm. 2 nations, un seul châssis, 2 modules différents sur le toit. Au moment de signer le contrat commun, dans les années 90, les 2 délégations ne sont pas tombées d'accord sur la façon de se défendre. Elles ont décidé de ne pas être d'accord. C'est resté tel quel. Détail absurde. Le Fennec coûte, à l'unité, à peu près le prix d'un char léger d'occasion. Près de 2 millions d'euros. Pour cette somme, l'acheteur n'obtient ni canon, ni protection lourde, ni vitesse de char. Il obtient un mât. Un mât télescopique qui sort du toit, monte plusieurs mètres au-dessus du véhicule et porte à son sommet une caméra thermique, une caméra de jour, un télémètre laser. Le véhicule s'enfonce dans un bois, se tait et seul l'œil dépasse. C'est ce que l'on achète. Le droit de ne pas être vu. Au commandement néerlandais, dans les premières années en Afghanistan, un officier supérieur aurait résumé la philosophie en une formule simple. Le Fennec n'est pas un char, c'est une paire de jumelles avec des roues. Quand vos jumelles tirent, c'est que vous avez déjà perdu. Retour au sergent dans les buissons. 4 heures sans bouger. La climatisation tourne au minimum pour ne pas trahir la signature thermique de la machine. À l'intérieur, la température monte au-dessus de 40 degrés. Le casque colle au crâne. Les doigts du sous-officier glissent sur le joystick qui oriente le mât. Les 3 hommes du col sont maintenant à 900 mètres. Sur l'écran, on distingue leurs armes. Une kalachnikov, un lance-roquettes, un fusil. Le sergent les filme. Les coordonnées sont transmises. Quelque part à l'arrière, un officier de tir décide, pas le sergent. Lui n'est pas là pour décider, il est là pour voir. Et c'est exactement le contraire de tout ce que l'armée française a décidé de faire au même moment. Bascule. Pour comprendre pourquoi 2 pays voisins ont choisi des routes opposées, il faut revenir 30 ans en arrière, à la fin de la guerre froide. Le Bundeswehr possède alors une machine appelée Luchs, un blindé de reconnaissance à 8 roues, conçu dans les années 70 pour traquer les colonnes soviétiques dans les plaines du nord de l'Allemagne. Le Luchs est lourd, bruyant, équipé d'un petit canon de 20 mm.
Il est conçu pour un monde où l'ennemi avance en formation, où les chars russes sont la menace centrale, où la reconnaissance se fait à grande vitesse sous le feu. En 1991, ce monde disparaît. L'Union soviétique se désagrège en quelques mois. Les officiers du Bundeswehr regardent leurs looks et comprennent quelque chose de dérangeant. Ces machines ne sont pas obsolètes techniquement, elles sont obsolètes philosophiquement. Le prochain ennemi ne viendra pas en colonne. Il sera dispersé, irrégulier, mêlé à la population. Il faudra le voir avant qu'il vous voie. Et surtout, il faudra ne pas être vu en retour. Aux Pays-Bas, les mêmes officiers, dans les mêmes années, arrivent à la même conclusion. Ils possèdent eux aussi des engins de reconnaissance hérités de la guerre froide. Ils ne savent pas non plus quoi en faire dans un monde qui me ressemble plus à rien de connu. Les deux états-majors décident alors quelque chose de très rare en Europe. Au lieu de lancer chacun son propre programme, ils s'asseyent à la même table. Pas de Britanniques, pas de Français. Juste deux armées moyennes qui décident de partager une machine. À Paris, à peu près au même moment, on regarde cela avec un mélange de scepticisme et de calcul. La France a une autre histoire. Elle a inventé dans les années 70 la reconnaissance par le feu. L'AMX-10RC. Un véhicule à 6 roues, capable d'aller vite, de voir loin, et surtout de tirer un obus de 105 mm capable de détruire un char ennemi à plus de 1000 mètres. Pour la doctrine française, un éclaireur sans canon n'est pas un éclaireur. C'est une cible. La question reste suspendue, comme la tige d'antenne au-dessus des buissons de l'Orouzgan. Quand le sergent néerlandais ferme son carnet et opère la rétraction du mât, à la tombée du jour, les 3 hommes du col ont disparu derrière la crête. Un drone armé est passé pendant la nuit, aucun ne le saura jamais. Personne n'a tiré depuis la machine. Personne n'a été vu depuis la machine. La mission est, selon tous les critères de la doctrine du Fennec, une réussite absolue. Mais voilà la question que personne, ni à Berlin, ni à La Haye, ni à Paris, n'osait poser tout haut à cette époque. Quand l'ennemi finit, malgré tout, par découvrir le renard dans son buisson, qu'arrive-t-il à l'éclaireur qui n'a pas le droit de mordre? Berlin, ministère fédéral de la Défense, hiver 1991. Sur la table d'une salle de réunion sans fenêtre, un officier supérieur du Bundeswehr fait glisser une carte. Ce n'est pas une carte de l'Allemagne. C'est une carte de la Yougoslavie. Les villes sont en train d'y brûler. Quelques mois plus tôt, l'armée rouge était l'ennemi désigné, et chaque manœuvre d'entraînement supposait des chars T-72 déferlant par la plaine du Nord. Désormais, l'ennemi est invisible, mêlé à la population, posté sur un toit avec un fusil de chasse. Et le Bundeswehr possède pour la reconnaissance des engins de 8 tonnes et demie conçus pour rouler à grande vitesse sous le feu d'artillerie soviétique. Personne, dans cette salle, ne sait quoi en faire. Ironie froide. Le luxe, fierté de la reconnaissance allemande pendant 2 décennies, est devenu inutile en quelques semaines sans qu'aucune roue n'ait été touchée. Ce n'est pas la machine qui a vieilli, c'est le monde autour d'elle. À La Haye, dans les mêmes mois, le commandement néerlandais arrive à la même conclusion par un autre chemin. Les Pays-Bas ne sont pas une grande puissance terrestre. Ils n'ont jamais eu les moyens d'entretenir une flotte de blindés comparable à celle des grandes armées. Mais ils ont une obsession nationale, héritée de la Seconde Guerre mondiale et entretenue pendant toute la guerre froide. Voir l'ennemi avant l'ennemi. Pour un pays plat, sans relief, traversable en 2 heures de char, la reconnaissance n'est pas un luxe doctrinal. C'est une question de survie. Les 2 états-majors finissent par se parler. C'est rare. Les programmes d'armement européens sont, dans les années 90, un cimetière d'ambitions communes. Les Français et les Allemands n'ont pas réussi à s'accorder sur un char commun. Les Britanniques préfèrent acheter américain. Les Italiens construisent dans leur coin. Mais Berlin et La Haye, 2 capitales modestes en matière de puissance terrestre, décident de partager un véhicule de reconnaissance. Pas par amour fraternel, par arithmétique. Aucun des 2 pays n'a, seul, le volume de commandes qui justifie le développement. Conflit immédiat à la première réunion technique. Les Allemands veulent une machine très allemande, c'est-à-dire surprotégée, suréquipée en électronique de communication, optimisée pour la guerre en réseau. Les Néerlandais veulent une machine très néerlandaise, c'est-à-dire simple, agile,
optimisée pour le guidage de l'artillerie et l'observation visuelle. Les deux délégations se regardent. Aucun cahier des charges n'a encore été signé. Et c'est là qu'apparaît la décision la plus singulière du programme. Plutôt que de trancher, les deux pays décident de ne pas trancher. La machine aura un châssis commun, une motorisation commune, une silhouette commune. Mais sur le toit, à l'emplacement du module d'observation et du module d'armement, chaque pays installera ce qu'il veut. Un Fennec allemand et un Fennec néerlandais ne sont pas tout à fait la même machine. Ce sont deux cousins qui partagent une colonne vertébrale. Conséquence absurde, presque comique, pour l'autodéfense, les Allemands choisissent une mitrailleuse lourde de 12,7. Les Néerlandais choisissent un lance-grenades automatique de 40 mm. Lors des premiers exercices conjoints, des sergents des deux armées comparent leurs véhicules, garés côte à côte, et constatent, amusés, qu'ils ne tirent même pas les mêmes munitions. Sur un projet présenté comme un modèle d'intégration européenne, deux nations voisines n'ont pas réussi à s'entendre sur la balle qui sortira du canon. Pendant ce temps, à Versailles-Satory, dans les bureaux d'études de l'armée française, un colonel travaille sur une question parallèle. Que faire de l'AMX-10 RC ? La machine est entrée en service dans les années 70, elle a fait sa preuve au Tchad, en Bosnie, partout où il fallait des roues plutôt que des chenilles. Elle possède un canon de 105 mm, fait inouï pour un blindé à roues, et cette pièce d'artillerie lui permet de se comporter en éclaireur agressif. Voir, identifier et, si nécessaire, détruire. La doctrine française considère cela comme une évidence. Un éclaireur qui ne peut pas se défendre par le feu n'est pas un éclaireur, c'est un guetteur, ce qui n'est pas la même chose. Aux yeux français, ce qui se passe entre Berlin et La Haye relève presque de l'hérésie. Construire un véhicule blindé coûteux, complexe, équipé d'une électronique de pointe et lui refuser un canon, c'est confondre la reconnaissance avec la surveillance. Surveiller, c'est le travail d'un drone, d'un satellite, d'une caméra. Reconnaître, c'est aller au contact, regarder l'ennemi dans les yeux, et lui imposer, par sa simple présence armée, un choix. Cette divergence n'est pas seulement militaire, elle est culturelle. Fait avec contraste qui résume l'affaire. Le Fennec pèse moins de 10 tonnes. L'AMX-10 RC pèse plus de 15 tonnes. Le Fennec transporte 3 hommes. L'AMX-10 RC en transporte 4, dont un tireur dédié à servir une pièce d'artillerie qui n'existe pas chez son cousin germanique. La différence n'est pas une question de budget. Chacun obtient à peu près ce qu'il paye. La différence, c'est la définition même du mot éclaireur. À Krauss-Maffei-Wegmann, le constructeur principal du Fennec, les ingénieurs se battent dans le même temps sur un problème qui paraît trivial, mais qui ne l'est pas. La hauteur. Le cahier des charges allemand impose à la machine de rester en dessous de 2 mètres au repos. Pour un véhicule à 4 roues motrices qui doit franchir des obstacles, contenir un équipage de 3 et porter sur son toit un mât télescopique de plusieurs mètres, c'est une contrainte presque cruelle. Chaque centimètre coûte. Mais chaque centimètre rendu visible au-dessus d'une haie ou d'une crête, c'est la fin de la doctrine. Une machine de reconnaissance qui dépasse les buissons n'a aucune raison d'exister. À la fin des années 90, les premiers prototypes roulent sur les terrains d'essai allemands. Ils sont petits, étonnamment silencieux et inutiles dans une bataille rangée. Ce qui est exactement le but. Personne, dans les commissions techniques, n'ose dire publiquement la chose suivante. Cette machine a été conçue pour une guerre qui ne ressemble plus à celle pour laquelle l'armée allemande a été construite. Elle a été conçue pour quelque chose dont personne ne connaît encore le nom. Quelque chose qui se passera, peut-être, dans un pays qu'aucun des ingénieurs présents n'aurait songé à nommer ce jour-là. L'Afghanistan ne figure sur aucune carte sur la table de réunion. Et pourtant, dans moins d'une décennie, c'est là que se jouera la véritable épreuve de la doctrine du renard. 2 armées, 2 versions, un seul théâtre. Et la question que personne, à ce stade, n'avait encore posée à voix haute. Une machine pensée pour les forêts d'Europe centrale tient-elle dans les montagnes brûlantes du Hindou-Kush ? Land de Bergen, Basse-Saxe, terrain d'essai militaire fin des années 90. Brume basse sur les bouleaux. Un prototype peint en gris foncé s'est enfoncé dans un bois de pin à 200 mètres de la ligne d'observation.
Sur l'estrade en bois, une délégation d'officiers allemands et néerlandais regarde à travers des jumelles. Personne ne voit rien. Le directeur des essais consulte sa montre. Il sourit. La machine est là, exactement où elle devrait être. C'est le but. Quand un ingénieur des Pays-Bas demande, par radio, à l'équipage de lever le mât, une fine antenne sort lentement de la cime des arbres, comme la patte d'un insecte. Le reste invisible. C'est la première démonstration publique de la doctrine en action. Et c'est aussi la première fois que les officiers présents comprennent ce qu'ils ont commandé. Une machine dont la principale arme n'est pas une arme, c'est un mât. Le mât télescopique est l'âme du Fennec. Il s'élève à plusieurs mètres au-dessus du toit, porte une caméra thermique, une caméra optique de jour, un télémètre laser, parfois une boussole magnétique numérique pour transmettre des coordonnées précises à l'artillerie. À distance, ce qui dépasse des broussailles ressemble à un piquet de clôture rouillé. À l'œil nu, l'observateur ne distingue rien d'anormal. Sur l'écran à l'intérieur du véhicule, le tireur d'élite caché dans la maison à 2 km devient un visage. Un visage qu'on identifie, qu'on filme, qu'on archive. Conflit de doctrine, visible jusque dans les chiffres. Le Fennec est haut de moins de 2 mètres au repos. Une AM-10 RC française dépasse les 2,60 m au sommet de sa toile. La machine allemande peut se cacher derrière une haie de campagne. La machine française ne le peut pas. En revanche, l'AM-10 RC peut, depuis cette même haie, détruire un blindé adverse à 1200 mètres. Le Fennec ne peut détruire personne. C'est exactement le compromis que chaque pays a choisi d'accepter, en pleine conscience. Détail absurde. Pour atteindre ce profil bas, les ingénieurs de Krauss-Maffei-Wegmann ont dû renoncer à des choses qui paraissaient évidentes. La tourelle, bien sûr, mais aussi le confort. À l'intérieur du Fennec, l'équipage de 3 hommes dispose d'à peine plus d'espace que dans une berline familiale. Le pilote a les genoux relevés. Le commandant de bord travaille assis dans une posture qui rappelle plus le cockpit d'un planeur que le poste d'un blindé. Des sous-officiers néerlandais, après plusieurs heures de mission en climat chaud, sortent du véhicule courbé, comme on sort d'une cabine de pilotage trop étroite. C'est le prix de l'invisibilité. À Paris, dans les bureaux d'études français, on suit ces démonstrations avec une attention polie et une incompréhension réelle. La doctrine française considère que la reconnaissance doit servir à façonner le champ de bataille, pas seulement à le décrire. Si l'éclaireur trouve un objectif, il doit pouvoir le neutraliser dans l'heure. Sinon, l'objectif s'évanouit. L'AMX-10 RC, ses 6 roues, son canon de 105, n'a pas été conçue pour observer paisiblement. Elle a été conçue pour reconnaître en frappant. Au Tchad, dans les années 80, ces véhicules ont engagé des colonnes libyennes et détruit des chars soviétiques en quelques minutes. Ce souvenir tactique reste, à la fin des années 90, le cœur de la pensée française. Fait avec contraste, presque scandaleux pour un acheteur militaire pragmatique, un Fennec de série coûte, selon les versions et les configurations, environ 2 millions d'euros à l'unité. Une AMX-10 RC neuve, dans les mêmes années, se vend autour de 2 millions d'euros également. À budget comparable, l'armée allemande achète un véhicule sans canon, sans tourelle, sans capacité anti-char. L'armée française achète un véhicule capable de détruire un blindé ennemi. Et pourtant, aucun des deux pays ne considère qu'il s'est trompé. Parce que les deux machines ne répondent pas à la même question. Le mât du Fennec, lui, peut faire quelque chose que le canon français ne peut pas faire. Rester immobile pendant 12 heures sans trahir une signature thermique exploitable. Dans la doctrine allemande, la patience est une arme. Une équipe de Fennec bien placée peut surveiller une vallée pendant une nuit entière, transmettre des dizaines de coordonnées à l'artillerie ou à l'aviation, et se replier à l'aube sans avoir tiré une seule balle. Le travail a été fait. Personne n'a su qu'il avait été fait. C'est, pour les officiers de Berlin et de La Haye, la définition même de l'efficacité. Ironie qui revient comme un boomerang. Le nom même de la machine prévenait. Fennec, le renard du désert. Pas le loup, pas le lion, pas le tigre. Un petit prédateur nocturne, aux oreilles surdimensionnées, qui survit dans des conditions extrêmes parce qu'il entend mieux que les autres et qu'il sait quand disparaître dans le sable.
Aucun des animaux totémiques des autres blindés contemporains ne suggérait l'invisibilité. Le léopard tue, le Challenger défie, le Leclerc s'impose. Le Fennec écoute, regarde et part avant qu'on lève les yeux. Le bestiaire militaire allemand venait de changer de logique. Conséquence subtile, presque philosophique, pendant les années 2001 et 2002, alors que les premières unités opérationnelles entrent en service dans les régiments allemands et néerlandais, les équipages reçoivent un entraînement qui ressemble plus à de l'observation naturaliste qu'à du combat blindé. Lire le terrain, choisir un poste, évaluer les lignes de vue, calculer les zones mortes, tirer le moins possible. C'est presque une éthique. Et c'est exactement à ce moment-là, dans ces mêmes années, que d'autres événements dans d'autres parties du monde sont en train de transformer le contexte de leur emploi. Le 11 septembre 2001 a déjà eu lieu. L'OTAN a déjà invoqué pour la première fois de son histoire l'article 5 de son traité. Les premières troupes allemandes et néerlandaises commencent à se préparer pour un théâtre qu'aucun cahier des charges du Fennec n'avait envisagé sérieusement. Pas les forêts de Saxe, pas les plaines de Frise, mais les montagnes du sud asiatique, à 1000 km de toute mer, à 50 degrés en plein été, sur des pistes que les soviétiques eux-mêmes avaient renoncé à contrôler 10 ans plus tôt. Aucun des ingénieurs présents sur la lande de Bergen ne le sait encore avec certitude. Mais le renard du désert s'apprête pour la première fois à entrer dans un vrai désert. Et la question que personne n'avait posée à voix haute lors des essais commence à devenir dans les états-majors une inquiétude silencieuse. Une machine optimisée pour ne pas être vue est-elle aussi optimisée pour ne pas être touchée? Camp néerlandais de Tarinkot, province d'Oruzgan, printemps 2006. Un Fennec descend d'un avion de transport sur le tarmac brûlant. La peinture sable, fraîche, brille encore. L'équipage, 3 hommes en tenue désertique, regarde autour de lui. Le paysage n'a aucun rapport avec ce qu'ils ont vu pendant l'entraînement aux Pays-Bas. Pas un bouleau, pas une fougère, une plaine de cailloux jusqu'à un horizon de montagnes nues. Le sergent commandant de bord, qui a passé 2 ans à apprendre à se cacher dans des bois européens, prononce une phrase que plusieurs de ses collègues répéteront cette année-là, presque mot pour mot. Où sommes-nous censés disparaître ici? Voilà le premier choc. Le Fennec a été conçu autour d'une hypothèse simple. Il y aura toujours, quelque part, un buisson, une haie, une lisière, un fossé bordé d'arbres. En Oruzgan, ces choses n'existent pas. Le sol est plat, sec, et la végétation se résume à des touffes éparses qui ne dissimuleraient même pas un chien. La doctrine de l'invisibilité, brillante sur le papier, vient de se heurter à un théâtre qui ne joue pas le jeu. Conflit immédiat avec l'environnement. Le moteur diesel du Fennec, parfaitement adapté à un climat tempéré, peine à respirer dans la poussière fine et omniprésente d'Asie centrale. Les filtres à air conçus pour la Basse-Saxe doivent être nettoyés toutes les quelques heures. Les pneus, prévus pour un sol forestier humide, chauffent jusqu'à la limite sur des pistes où la température au sol dépasse 60 degrés. À l'intérieur, l'équipage transpire dans des combinaisons anti-fragmentation qui n'ont pas été pensées pour ces conditions. Plusieurs sous-officiers néerlandais perdent connaissance lors de patrouilles longues. Pas sous le feu, sous la chaleur. Détail absurde, presque cruel. La climatisation du véhicule, déjà modeste à l'origine, doit en plus être bridée pour ne pas trahir la signature thermique de la machine. Un Fennec climatisé à plein régime, dans le silence d'une nuit afghane, brille comme une lanterne sur les caméras thermiques que des trafiquants d'armes et des combattants commencent eux aussi à se procurer. Pour rester invisible, l'équipage doit cuire. C'est le prix tacite de la doctrine, et personne, à La Haye, ne l'avait formulé en ces termes lors des essais. Bascule de doctrine. La menace principale en Oruzgan n'est pas un char, ce n'est pas une infanterie en formation, ce n'est même pas un tireur d'élite identifiable à la jumelle. C'est un engin explosif improvisé, enterré sous la piste, déclenché à distance par un téléphone portable. Cet ennemi n'a pas de visage. Il ne peut pas être surveillé par un mât télescopique. Il a été planté la veille, ou la semaine précédente, par quelqu'un qui a depuis longtemps disparu dans un village voisin. Le Fennec, machine pensée pour voir l'invisible, se retrouve incapable de voir précisément la seule chose qu'il faut voir.
ironie tragique. Le mât de plusieurs mètres, fierté du programme, peut détecter un homme armé à 2 km en pleine nuit. Mais il ne peut pas détecter une charge enfouie à 20 cm sous la piste qu'il roule. La technologie la plus sophistiquée du véhicule devient inutile au moment précis où la menace passe sous les roues. Plusieurs équipages, dans le sud afghan comme dans le nord, font cette découverte de la pire des manières possibles. Conséquences opérationnelles, mesurables en chiffres. Le Fennec, conçu pour peser moins de 10 tonnes à des fins de discrétion et de mobilité, doit recevoir, au fil des années afghanes, des kits de surblindage, des plaques additionnelles sous le ventre, des panneaux latéraux renforcés, des grillages par charge creuse. Chaque kit ajoute des centaines de kilos. La machine s'alourdit, perd en agilité, consomme plus, chauffe davantage. La philosophie originelle, celle d'un renard léger qui survit en bougeant peu et en se cachant bien, vient d'être contredite par la nécessité brutale de survivre à une explosion. Et pourtant, malgré tout, le Fennec fonctionne. C'est là le paradoxe afghan. Pendant des milliers d'heures de patrouille, pendant des centaines de missions de surveillance nocturne, les équipages allemands dans la province de Kunduz et les équipages néerlandais en Uruzgan font ce qu'aucun autre véhicule de l'OTAN ne sait faire aussi bien. Ils s'installent en surplomb d'une vallée, lèvent le mât, filment des mouvements suspects, transmettent des coordonnées à l'artillerie ou aux drones. Des dizaines d'embuscades sont éventées avant d'être déclenchées. Des convois sont reroutés sur la base d'une seule observation. Le renard, malgré la chaleur, malgré l'absence de buissons, continue à voir. Conflit doctrinal qui remonte en surface. Plusieurs officiers néerlandais et allemands, dans leurs rapports internes, posent à voix haute la question qu'aucun ingénieur de Krauss-Maffei-Wegmann n'avait voulu trancher. Une fois que l'ennemi sait que vous êtes là, et il finit toujours par le savoir, que vous reste-t-il pour vous défendre? La mitrailleuse de 12-7 des Allemands et le lance-grenade de 40 des Néerlandais ne sont pas pensés pour soutenir un combat. Ils sont pensés pour couvrir un repli. La nuance est immense, et elle se mesure en vie. Fait avec contraste, brutal. Pendant les mêmes années, dans une autre province du même pays, des AMX-10 RC français serrent en escadron de reconnaissance. Leurs canons de 105 mm, jugés hérétiques par la doctrine allemande, se révèlent parfois décisifs. Engagés en appui d'infanterie sur des positions retranchées, ils tirent des obus qui éteignent des nids de combattants dans des compounds en terre. Là où le Fennec transmet des coordonnées et attend qu'un autre frappe, l'AMX-10 RC frappe elle-même. 2 philosophies européennes, 2 résultats tactiques, et aucun consensus à la fin du déploiement sur laquelle des deux a eu raison. À Berlin et à La Haye, en 2011, lorsque les contingents commencent à se retirer, les états-majors font leur compte. Le Fennec a tenu. Il a fait ce qu'on lui demandait. Mais il l'a fait dans un cadre que personne n'avait imaginé, et au prix d'aménagements que personne n'avait prévus. La doctrine de l'invisibilité a survécu à l'Afghanistan, mais elle en est sortie modifiée. Plus lourde, plus blindée, moins pure. Le renard du désert est revenu d'un vrai désert, et il avait pris du poids. Reste, dans les mémoires des équipages, une question qui ne s'écrit dans aucun rapport officiel. Si la prochaine guerre n'est pas une guerre de contre-insurrection, mais un affrontement classique entre armées d'État, le Fennec tiendra-t-il sa promesse originelle, ou faudra-t-il, comme les Français l'ont toujours soutenu, redonner enfin un canon à l'éclaireur? Salon de l'armement Eurosatory, Villepinte, banlieue nord de Paris, juin 2018. Sous les halls, l'air conditionné peine à compenser la chaleur des projecteurs. Sur le stand de Nexter, un véhicule blindé à 6 roues domine l'allée centrale. Sa silhouette est imposante. Sa tourelle porte un canon de 40 mm, un poste de tir téléopéré et, fixé sur les côtés, 2 tubes de missiles anti-chars guidés. Un colonel français en uniforme de cérémonie répond aux questions des journalistes. C'est le Jaguar, successeur officiel de l'AMX-10 RC. La doctrine française de la reconnaissance par le feu, modernisée, renforcée et exhibée fièrement à quelques mètres du stand allemand où trône, dans une discrétion presque ironique, un Fennec peint en vert olive. Voilà la photographie de 2 décennies européennes. Sur le même salon, sur le même sol parisien,
Deux nations voisines exposent côte à côte deux machines qui ne se parlent pas. L'une mord, l'autre observe. Aucun visiteur, en 2018, ne peut dire laquelle a raison. Conflit qui dure. Pendant que la France remplace ses anciennes AMX-10 RC, héritage des années 70, par cette nouvelle bête de plus de 25 tonnes, l'Allemagne et les Pays-Bas continuent de moderniser leur Fennec. Même mât, même capteur amélioré, même principe. Pas de canon ajouté, pas de tourelle, pas de revirement. La doctrine du renard tient bon. Ce qui était une hypothèse en 1991 est devenu, à Berlin et à La Haye, un dogme. Ironie géographique. Le programme Fennec, présenté à sa naissance comme un modèle de coopération européenne, n'a en réalité jamais été imité. Ni les Polonais, ni les Tchèques, ni les Italiens, ni les Espagnols n'ont rejoint le projet. Les Britanniques ont choisi leur propre machine. Les Français ont fait Jaguar. Deux pays ont commencé ensemble, et deux pays ont fini ensemble. Le grand récit d'une Europe de la défense intégrée s'est résumé, pour la reconnaissance, à une coopération bilatérale entre une grande puissance industrielle et son voisin néerlandais. C'est peu, et c'est en même temps plus que ce qu'ont réussi à faire les autres. Fait avec contraste qui résume l'écart. Le Jaguar pèse plus du double d'un Fennec. Il transporte 3 hommes, comme le Fennec, mais il porte une puissance de feu comparable à celle d'un char léger. Il coûte plusieurs millions d'euros pièce, plusieurs fois le prix d'un renard allemand. Pour le même rôle officiel, la reconnaissance, deux pays voisins acceptent désormais d'investir dans des matériels qui n'ont presque plus rien en commun, ni en silhouette, ni en philosophie, ni en mode d'emploi. Un même mot tactique recouvre deux réalités opposées. Et puis, 24 février 2022. Les colonnes blindées russes franchissent la frontière ukrainienne. Le monde militaire européen, qui avait passé 20 ans à se préparer à des guerres de contre-insurrection, se réveille devant une guerre interétatique de haute intensité, avec front continu, artillerie massive et drones partout. La question suspendue depuis 30 ans, celle que personne n'osait poser à voix haute, vient de trouver son banc d'essai. À quoi sert un éclaireur dans une vraie guerre ? Bascule. Sur le théâtre ukrainien, ce ne sont ni Fennec ni Jaguar qui combattent. Les Européens n'engagent pas leurs blindés, mais les leçons tactiques remontent, brutales. Les drones bon marché, les caméras thermiques chinoises, les antennes Starlink transforment chaque buisson en piège. La doctrine de l'invisibilité, fierté du Fennec, devient à la fois plus précieuse et plus vulnérable. Un mât télescopique qui sort d'un bois, en 2022, est repéré par un drone à 600 € en quelques minutes. Le renard a vieilli. Et le canon de Jaguar, lui aussi, a vieilli. Aucune doctrine européenne, ni la patiente ni l'agressive, n'a été conçue pour un ciel saturé de petits engins volants. Scène finale, qui n'est pas un musée. Quelque part en Pologne, manœuvre conjointe de l'OTAN, automne 2024. Dans une trouée de forêt mixte, à la frontière du polygone d'exercice, un Fennec allemand prend position, moteur coupé, mât levé à quelques mètres au-dessus des bouleaux. À 3 km de là, un Jaguar français de l'armée de terre s'arrête sur un chemin forestier, tourelle pivotant lentement, canon de 40 près. Les deux machines, qui n'avaient jamais combattu côte à côte, jouent ce jour-là le même camp simulé contre une force adverse fictive. Deux nations, deux philosophies, un même drapeau bleu étoilé sur les antennes. Et au-dessus de la forêt, un essaim de drones d'entraînement qui les regarde toutes les deux, indifférents à leur querelle doctrinale. Question ouverte, sans réponse, qui restera suspendue jusqu'à la prochaine vraie guerre. Quand le ciel sera plein d'yeux mécaniques et le sol plein de mines intelligentes, le renard qui se cache survivra-t-il plus longtemps que le chasseur qui frappe, ou est-ce que les deux, ensemble, se révéleront déjà obsolètes face à une troisième doctrine qu'aucun ingénieur européen n'a encore osé écrire. Si cette plongée dans la guerre silencieuse du renard allemand vous a captivé, laissez un pouce levé, c'est ce qui aide vraiment la chaîne à continuer. Et maintenant, la question à vous, et soyez honnête dans les commentaires. Si demain la France devait choisir, entre un éclaireur qui regarde sans tirer et un éclaireur qui détruit sans hésiter, lequel des deux a réellement sa place dans la guerre qui vient ? Donnez votre avis, défendez votre camp. Le débat appartient autant aux ingénieurs qu'à ceux qui regardent.
Et si la doctrine de la reconnaissance vous passionne, abonnez-vous sans tarder. Parce que la prochaine fois, nous quitterons les forêts de Pologne pour les sables d'un autre désert, où une machine française, plus ancienne que le Fennec, a fait, dans le plus grand secret, ce qu'aucun blindé occidental n'avait jamais osé tenter contre une armée soviétique en pleine action.